Je m'appelle Heidi, j'ai 24 ans et je travaille à temps plein dans une petite boutique de mode à Eugène. Ma vie n'a rien d'extraordinaire. Mon salaire couvre à peine mon loyer et mon café du matin. Au sein de ma famille, je suis toujours l'étrangère, jamais assez bien pour être fêtée, jamais assez importante pour qu'on me remarque. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce soir de Noël, lors de ce qui aurait dû être un chaleureux dîner de famille, une simple question déclencherait une révélation, dévoilant une vérité amère restée cachée pendant toute une année. L'atmosphère était tendue dans le restaurant chic d'Eugène où ma famille organisait son traditionnel dîner de Noël. Assise en face de ma mère, mon père, mon frère et mon oncle, je forçais un sourire tandis que le cliquetis des couverts et les conversations qui se chevauchaient emplissaient la salle. Je m'attendais à l'habituel, le sourire suffisant de mon frère, les regards froids de mon père et les banalités de ma mère. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait suivre. Au beau milieu de la conversation, ma mère se pencha vers moi, sa voix toujours chaleureuse, mais empreinte d'une curiosité innocente. « Heidi, tu as aimé la Rolex que je t'ai offerte l'an dernier ?» Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Ma fourchette m'échappa des mains et heurta l'assiette avec un bruit sec. « Quoi ?» balbutiai-je, le cœur battant la chamade. « Un garde du corps. » Maman fronça les sourcils, visiblement perplexe. Le visage de mon frère devint livide, ses yeux se posant furtivement au sol. Ce regard, la culpabilité et la panique me transpercèrent comme un coup de poing en plein cœur. Je n'avais jamais vu cette montre, jamais touché, jamais même entendu parler d'elle jusqu'à cet instant précis. Sa question planait, révélant un secret que j'ignorais. Qu'est-ce qu'il lui avait fait? Et pourquoi mon frère tremblait-il comme pris la main dans le sac? Je regardais papa, la mâchoire serrée, évitant mon regard. Mon oncle, d'ordinaire silencieux, se laissa aller dans son fauteuil et observa la scène d'un air entendu. Quelque chose clochait, profondément, fondamentalement. Ma famille avait toujours favorisé mon frère, lui offrant tout tandis que je peinais à joindre les deux bouts. Mais cette fois, c'était différent. Une Rolex, ce n'était pas qu'un simple cadeau. C'était une fortune. Une promesse que ma mère pensait avoir tenue. Mon cœur s'est emballé quand j'ai compris qu'on m'avait menti et que j'étais sur le point de révéler une trahison qui allait tout changer. Avant de poursuivre mon récit, dites-moi en commentaire quelle heure il est chez vous et dans quelle ville vous vous trouvez. J'aimerais vraiment échanger avec vous et voir où cette histoire en est. Ayant grandi à Eugène, j'ai vu Randall vivre dans le luxe, comme si l'argent poussait sur les arbres. Mon frère Randall avait le don d'attirer tous les regards avec ses achats ostentatoires. À 26 ans, il entrait dans les magasins et vendait des vestes sur mesure et des baskets en édition limitée pour des milliers de dollars, un sourire aux lèvres, exhibant des sacs estampillés de logos de créateurs. Je le voyais dans des bars huppés, organisant des fêtes où le champagne coulait à flots et où des inconnus scandaient son nom. Ce n'était pas seulement une question de dépenses, c'était une question de performance, et il adorait être sous les projecteurs. Mon père a toujours soutenu Randall, quoi qu'il arrive. Un jour, Randall s'est fait arrêter par la police pour avoir déclenché une bagarre lors d'une soirée. Il avait cassé une bouteille et hurlait sur le barman, frôlant l'arrestation. J'ai entendu mon père au téléphone tenter d'apaiser les tensions, parlant d'un malentendu. Le lendemain matin, Randall était de retour à la maison, tout sourire, sans aucune conséquence. Je suis restée là, muette, tandis que mon père minimisait l'incident en disant « Ce sont des garçons ». Ça me blessait de le voir défendre les frasques de Randall alors que je peinais à obtenir la moindre reconnaissance pour payer mes propres factures. Ma mère, responsable des ventes de cosmétiques, était rarement à la maison. Son travail l'amenait à parcourir le pays pour vendre des produits aux grands magasins, laissant mon père gérer les finances familiales. Je l'entendais au téléphone, pressé par le temps, promettre de rentrer bientôt, mais les semaines passaient. Son absence laissait un vide, que Randall comblait par ses dépenses inconsidérées. Pendant ce temps, je travaillais de longues heures dans une boutique de mode, appelant des clientes pour des robes que je ne pouvais pas m'offrir. À 24 ans, je payais mon loyer, faisais mes courses et je me débrouillais tant bien que mal avec le salaire minimum. Je ne demandais pas d'aide. Mon orgueil m'en empêchait. Mais il a craqué en voyant Randall se vanter sans scrupule, comme si tout lui était dû. Un soir, je parcourais ses réseaux sociaux quand je suis tombée sur une photo où il exhibait une montre en or, dont le cadran scintillait sous les lumières de la boîte de nuit. La légende disait « Je profite de la vie ». J'en ai eu la nausée. D'où sortait-il tout cet argent? Le travail de mon père dans la banque ne lui permettait pas ce genre de luxe, et les voyages fréquents de ma mère ne laissaient rien transparaître de sa richesse. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un après-midi d'été. Je venais de terminer une journée de travail épuisante, les pieds en compote, quand mon père m'a appelé au salon. Randall était affalé sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Un blouson en cuir neuf était posé sur l'accoudoir. Mon père m'a regardé d'un ton sec.
Heidi, tu dois travailler plus dur, comme Randall. Il s'en occupe. J'ai senti une oppression dans la poitrine, la colère monter. Randall, ce type qui n'avait pas travaillé depuis des années. J'avais envie de hurler, de lui demander pourquoi mes efforts, mes nuits blanches, mes économies si durement gagnées n'avaient aucune importance. Au lieu de cela, j'ai ravalé ma douleur, hoché la tête et je suis parti. Ce moment a laissé une plaie béante en moi, une plaie qui ne se refermerait jamais. Le train de vie de Randall n'était pas seulement un mystère. C'était une véritable plaie, et j'ai commencé à soupçonner que j'en profitais. Un soir, tard, j'ai entendu la voix de mon oncle Dean au téléphone, de Philadelphie. Son appel était mon rayon de soleil, un rare moment où quelqu'un se souciait vraiment de moi. Je travaillais dans le secteur des technologies et j'appelais toutes les 2 ou 3 semaines pour prendre des nouvelles de mon travail dans la boutique de mode, parler de mes rêves, même de ma commande de café préférée. Sa voix, chaleureuse et rassurante, était comme une étreinte que je n'avais jamais reçue chez moi. Contrairement à ma famille, il m'écoutait. Il m'écoutait vraiment. Et cela me donnait le sentiment d'exister. Mon oncle Dean m'envoyait de l'argent pour mes études depuis que j'avais obtenu mon diplôme. Il envoyait des chèques censés servir à payer les frais de scolarité ou les livres, mais je n'en ai jamais vu la couleur. Mon père les interceptait et prétendait que l'argent était destiné aux dépenses familiales. J'acquiesçais et acceptais, même si le chèque me faisait signe. Pourquoi tout ce qu'on m'avait promis avait-il disparu? Un jour, j'ai entendu mon père rire au téléphone à propos d'une nouvelle télé, et je me suis demandé si l'argent de Dean avait servi à la payer. Cette pensée m'a retourné l'estomac, mais l'affronter, c'était comme jeter de l'huile sur le feu. Je suis resté silencieux pour ne pas perdre mon calme. Chaque année, oncle Dean m'envoyait des cadeaux d'anniversaire qui étaient comme de petits miracles. Une année, un casque élégant avec un petit mot. Pour ta musique, mon pote. Une autre fois, un livre sur l'art de se forger des pages bien nettes et pleines de promesses. Ma mère, quand elle était à la maison, m'offrait de petits cadeaux. Une écharpe, un bracelet bon marché, son sourire distrait comme si elle cochait une case. Randall avait droit à des fêtes somptueuses, bien sûr, mais les cadeaux de Dean étaient différents. Il montrait qu'il me connaissait, qu'il me voyait d'une façon que ma famille n'a jamais su faire. J'ai commencé à soupçonner que mon père gardait l'argent de Dean pour lui. Les chiffres ne collaient pas. Son travail dans la banque n'était pas encore si lucratif. Les vêtements de marque de Randall s'accumulaient. Je voulais demander à Dean de tout avouer, mais la peur m'en a empêché. Et si mon père découvrait la vérité? Et si cela brisait la famille? Alors j'ai enfoui le doute, le laissant mijoter dans l'espoir de me tromper. Un jour, mon oncle Dean m'a parlé de sa vie à Philadelphie, la gestion de projets, le développement d'applications, une ville bouillonnante d'opportunités. Heidi, m'a-t-il dit d'une voix ferme, tu as une étincelle. Ne laisse personne l'éteindre. Viens ici un jour et je te montrerai ce qui est possible. Ces mots ont allumé une flamme en moi. Un rêve que je n'avais pas osé poursuivre. Je m'y suis accroché, les repassant en boucle quand l'arrogance de Randall ou la froideur de mon père me minaient. Philadelphie me semblait être un phare lointain, un endroit où je pouvais être plus que la fille délaissée. Après cette conversation, je me suis assise à mon petit bureau, dans mon appartement, les yeux rivés sur mon ordinateur portable. Mes doigts hésitaient au-dessus du clavier et j'ai tapé un courriel à mon oncle Dean. Merci de croire en moi, ai-je écrit d'une voix étranglée. Tes cadeaux, tes appels, tout cela compte énormément pour moi. J'ai appuyé sur « Envoyer », les larmes aux yeux. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment comprise, comme si quelqu'un, quelque part, m'encourageait. La réponse de Dean est arrivée des heures plus tard. Toujours Heidi, tu es plus forte que tu ne le penses. Ce courriel est devenu mon point d'ancrage, un rappel que la famille pouvait être bien plus que celle dans laquelle je suis née. L'été dernier, ma famille a commencé à dépenser sans compter. Un après-midi caniculaire, mon père est rentré à la maison, un large sourire aux lèvres, avec une boîte élégante équipée d'un système audio haut de gamme. Il l'a installée dans le salon et a mis la musique si fort que les voisins se sont plaints. À son travail à la banque, il s'est vanté auprès de ses collègues du système audio de sa console et les a invités à venir admirer le son cristallin. Je l'observais en silence tandis qu'il savourait leurs éloges, me demandant comment son modeste salaire pourrait couvrir tout cela. Son orgueil me semblait être une mise en scène à laquelle je n'étais pas convié. Pendant ce temps, Randall s'envolait pour Miami pour une escapade d'une semaine. Ses réseaux sociaux s'illuminaient de photos de lui se prélassant sur un yacht, trinquant avec des inconnus sous des néons, son sourire suffisant habituel. Une publication le montrait dansant sur un pont avec la légende « Paradis retrouvé ». Je faisais défiler mes publications. Comment pouvait-il se permettre des croisières privées et des boîtes de nuit en bord de mer? Son train de vie de chômeur ne tenait pas la route, et plus j'en voyais, plus mes soupçons grandissaient.
Randall ne se contentait pas de vivre dans le luxe. Il l'exhibait comme s'il voulait que le monde entier s'incline devant lui. Ma mère, lorsqu'elle n'était pas en déplacement professionnel, organisait pour Randall une fête d'anniversaire qui aurait pu financer un petit mariage. Le jardin était métamorphosé. Le traiteur servait des amuse-bouches raffinées, un groupe jouait en live, et les invités, vêtus de vêtements de créateurs, étaient disséminés sur la pelouse. Je n'étais pas invité. J'ai découvert la vérité en rentrant du travail, épuisé, après une journée à la boutique de mode, et en voyant des voitures garées le long de la rue. Ma mère a minimisé l'incident, disant que c'était la journée de Randall. J'ai acquiescé, ravalant ma deception. Mais j'avais l'impression qu'une autre porte se refermait brutalement sur moi. Les dépenses de la famille ne s'arrêtaient pas là. Ils ont décidé de rénover la maison, remplaçant des meubles impeccables par des pièces sur mesure qui respiraient le luxe. Des plans de travail en marbre, des canapés en velours, un lustre qui coûtait plus cher que mon loyer annuel. Chaque choix me semblait excessif. J'étais chargé de trimballer les vieux meubles jusqu'au garage et de transpirer pendant des heures, tandis que Randall se prélassait au bord de la piscine, un verre à la main. Mon père me regardait donner des ordres comme si mon travail allait de soi. Chaque carton que je portais alimentait mon ressentiment, me rappelant à quel point je comptais peu dans leur monde. Un soir, en rangeant le bazar dans le garage, j'ai trouvé un reçu froissé dans un tiroir. Mes mains tremblaient en le dépliant. Une facture de 12 000 $ pour une table de salle à manger, payée en espèces. Mes pensées. Assembalarant. Le travail de mon père ne rapportait pas autant d'argent, et les ventes de cosmétiques de ma mère, bien que correctes, ne suffisaient pas à me faire face à ce stress financier. Je repensais aux chèques de l'oncle Dean, ceux destinés à mes études, ceux que mon père appelait dépenses familiales. Le reçu me brûlait la main, indice d'une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Où était passé l'argent de Dean? Ce soir-là, je confrontai mon père et brandis le reçu. Son visage se durcit, sa voix se brisa. C'est des économies, siffla-t-il en m'arrachant le papier des mains. Arrête de te mêler de ce que tu ne comprends pas. Son refus fut un coup dur, mais je vis une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Il cachait quelque chose, et je ne crus pas à son excuse. Le reçu, le voyage de Randall, la rénovation, tout pointait vers un mensonge qui commençait à se dévoiler. Je me suis éloigné, ma résolution s'étant intensifiée. Quoi qu'il cache, je le découvrirai coûte que coûte. Ce soir-là, dans un restaurant chic de Gênes, notre table était éclairée à la bougie. Le tintement des verres et des rires forcés emplissait l'air, mais une tension palpable couvait. Ma mère, tout juste rentrée d'un voyage d'affaires, parlait de sa dernière présentation commerciale. Mon père hochait la tête distraitement, les yeux rivés sur sa canne. Randall, affalé dans son fauteuil, faisait défiler son téléphone, un sourire aux lèvres à une blague privée. Oncle Dean, silencieux comme toujours, nous observait tous d'un regard fixe. Je piquais du bout des doigts dans mon assiette, me préparant à l'arrogance habituelle de Randall, à l'indifférence de mon père, à l'insouciance de ma mère. Puis tout s'est effondré. Ma mère s'est tournée vers moi, son sourire chaleureux mais absent. « Heidi, tu as aimé la Rolex que je t'ai offerte l'année dernière. » Ma fourchette s'est figée en plein vol, mon cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui m'étouffait? De la garde de sorcière. Son visage se crispa, la confusion se lisait sur son visage, ses sourcils se froncèrent. Le téléphone de Randall lui glissa des mains et s'écrasa sur la table avec un bruit sourd. Ses yeux se vidèrent de leur éclat et il se tourna vers mon père, qui se figea, le couteau raclant son assiette. L'air s'épaississait à chaque seconde, s'étirant jusqu'à l'éternité. Oncle Dean se pencha en avant, sa voix calme mais tranchante. « Karen. Elle ne l'a jamais eue. Norman et Randall l'ont vendue. 60 000 $ envolés. » Ma mère haleta, la main portée à sa bouche. Je fixai Dean, l'esprit en ébullition. Une Rolex pour moi. La mâchoire de mon père se crispa. Mais avant qu'il ne puisse parler, Dean reprit d'un ton implacable. « Ce n'est pas tout. Les 10 000 $ que j'ai envoyés à la fac d'Heidi, Norman les a gardés. Il les a utilisés pour les dépenses familiales. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing, confirmant tous les soupçons que j'avais enfouis. Mon père frappa la table du poing, la voix basse et sur la défensive. C'était pour la famille. La maison, les factures. Heidi n'en a pas besoin. Randall intervint, la voix tremblante. Ouais, c'est rien. Juste des affaires. Des affaires. La colère monta en moi. Ils avaient vendu un cadeau qui m'était destiné, dilapidé l'argent qui était pour mon avenir, et ils n'y avaient vu que du feu. Le visage de ma mère se décomposa, ses yeux s'écarquillant de stupeur. « Norman, connaissais-tu Randall? Tu as donné ton accord ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. « Heidi, je n'en avais aucune idée.
Je repoussai la chaise, la voix assurée malgré la tempête qui grondait en moi. Tu as vendu mon cadeau, tu as volé mon argent, et tu m'as menti en face pendant des années. Mon père plissa les yeux, mais je ne m'arrêtai pas. Je vous faisais confiance à tous les deux, et vous m'avez traité comme si j'étais invisible. Randall balbutia. Heidi se détendit. Ce n'est rien de personnel. Rien de personnel. Mes mains tremblaient tandis que je le fixais. Le frère qui avait tout pris pendant que je survivais tant bien que mal. La voix de ma mère retentit, sèche et péremptoire. Randall, tu es hors de mon contrôle. Je ne tolérerai pas cela. La bouche de Randall s'ouvrit, son visage devint livide. Mon père commença à protester, mais elle le coupa. Ça suffit, Norman. Tu en as assez fait. Ces mots étaient comme une lame de couteau, et pour la première fois, je la voyais s'affirmer. Mais cela ne suffit pas à effacer la trahison qui me brûlait la poitrine. Oncle Dean me prit la main, sa voix douce mais ferme. Heidi, viens à Philadelphie. Recommence à zéro avec moi. Tu n'as pas besoin de ça. Sa proposition était une bouée de sauvetage, une issue au mensonge et à la négligence. Je regardais ma famille, le visage de ma mère baigné de larmes, les poings serrés de mon père, les yeux paniqués de Randall, et je ne ressentis que du dégoût. Je me levai sur ma chaise, raclant le sol. C'est fini, dis-je d'une voix froide. Ne vous attendez pas à ce que je revienne. Je sortis, traversant la chaleur du restaurant qui disparut derrière moi. Mon cœur était tourné vers un avenir qu'il ne pourrait jamais atteindre. Le lendemain matin, je me trouvais à l'aéroport d'Eugène avec une simple valise. Mes mains tremblaient en serrant la poignée, le poids de la trahison de la veille encore vif. Le vol pour Philadelphie fut un flou, mes pensées hantées par les larmes de ma mère, le visage pâle de Randall et la réaction défensive de mon père. Je fixais le hublot, les nuages en contrebas me rappelant la distance que je creusais entre eux et moi. À l'atterrissage, mon oncle Dean m'attendait à la porte d'embarquement. Son sourire chaleureux contrastait fortement avec la froideur que j'avais laissée derrière moi. Il me serra dans ses bras et me dit « Tu as fait le bon choix, Heidi. » Pour la première fois depuis des années, j'y croyais. Mon oncle Dean me fit traverser les rues animées de Philadelphie, me montrant les monuments avec une fierté qui donnait vie à la ville. Il m'avait trouvé un stage dans sa société de technologie, une petite start-up qui développait des applications pour les entreprises locales. C'est un poste de débutant, m'avertit-il, mais c'est un début. J'acquiesçai, reconnaissante de cette chance de me reconstruire. Le premier jour, je suis entrée dans un bureau lumineux aux façades vitrées. Aux bureaux ouverts, me sentant comme une impostrice parmi les développeurs et les designers. Mais Dean m'a présenté à l'équipe, sa confiance en moi étant un soutien discret. C'est là que j'ai rencontré Cody, un collègue à la voix douce, au regard bienveillant et au rire facile. Il avait remarqué mon silence pendant les pauses déjeuner, la façon dont je fixais mon café, perdu dans mes pensées. Un jour, il s'est installé sur la chaise en face de moi et m'a offert un sourire chaleureux. « Semaine difficile ?» m'a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules, pas prête à l'avouer, mais ces questions simples sur la musique, les livres, tout sauf la maison, m'ont touché. Au fil des semaines, les petites attentions de Cody, comme partager sa playlist ou plaisanter sur le café du bureau, ont atténué la douleur de quitter ma famille. Il n'a pas insisté, il a simplement écouté, et cela m'a soulagée. Dean m'a inscrite à des cours de programmation après le travail, persuadé que j'avais un don pour ça. La première séance fut une succession terrifiante de lignes de code défilant à toute vitesse sur l'écran, inconnue et intimidante. Mais le formateur loua ma logique et mes collègues applaudirent tandis que je déboguais mon premier programme. Pour la première fois, je me sentis respecté, comme si mon travail avait de l'importance. Chaque ligne de code que j'écrivais m'éloignait un peu plus de la fille invisible que j'étais à la maison, un pas vers une autre. Je restais souvent éveillé tard, m'entraînant à me perdre dans le rythme de la résolution de problèmes, sentant une étincelle insoupçonnée en moi. Un soir, alors que je consultais mes emails dans un coin tranquille du bureau, un message de mon père apparut. « Heidi, je suis désolé. » commençait-il, suivi d'excuses concernant les besoins et le stress de la famille. Ces mots sonnaient creux, une tentative vaine d'effacer des années de négligence. Je le lus une fois, me mordant le menton, puis le supprimai sans répondre. Ces excuses ne pouvaient rien changer à la Rolex qu'il avait vendue, à l'argent qu'il avait pris, ni à la façon dont il m'avait ignoré. Je fermai mon ordinateur portable, ma résolution inébranlable. Je ne lui devais pas de réponse. Ni maintenant, ni jamais. Grâce à Dean, j'ai trouvé un petit appartement dans un quartier animé de Philadelphie, un studio au plancher grinçant donnant sur un parc. Signer le bail fut comme une déclaration, ma première véritable affirmation d'indépendance. Je l'ai meublé avec des trouvailles de brocante, une table bancale, un tapis délavé. Chaque meuble symbolisait mon nouveau départ.
Les nuits étaient calmes, parfois pesantes, emplies de souvenirs de gêne. Mais un message de Cody ou un appel de Dean me rappelait que je n'étais pas seul. Je construisais la vie que j'avais choisie, et cela suffisait à me donner la force de continuer. 1 an plus tard, Randall m'a envoyé un long courriel de gêne. J'étais assise dans mon appartement de Philadelphie, un café à la main, quand son nom est apparu sur mon écran. Ces mots étaient un flot de plaintes, bien loin du frère suffisant qui exhibait autrefois ses vêtements de marque. Mon père avait été licencié de son poste à la banque après qu'un audit eût révélé des irrégularités financières, des transactions douteuses liées à son nom. Le train de vie fastueux de la famille s'était effondré, les obligeant à vendre la maison pour éponger leurs dettes croissantes. Ils avaient emménagé dans un appartement exigu, une amère régression par rapport à l'époque où ils avaient des plans de travail en marbre. La chute de Randall était encore plus flagrante. Déshérité par ma mère, il avait trouvé un emploi de manutentionnaire, portant des cartons pour le salaire minimum. Fini les fêtes sur les yachts, fini les vestes sur mesure, juste un vieux sweat à capuche et une vie dépouillée de tout glamour. Ses emails dressaient un tableau sombre, de longues journées de travail, les pieds endoloris, et des collègues indifférents à ses vantardises d'antan. Je les lisais sans pitié, me souvenant de la Rolex qu'il avait vendue avec l'argent qu'il avait contribué à dilapider. Sa chute avait un goût de justice, un reflet des années où j'avais peiné à survivre pendant qu'il vivait dans l'aisance. Ma mère avait divorcé de mon père et ne supportait plus ses mensonges. Elle avait essayé de me joindre, me laissant des messages vocaux sur le fait de prendre un nouveau départ et de se reconstruire. Sa voix tremblait, mais je n'arrivais pas à me résoudre à répondre. Elle ignorait tout de la Rolex et de l'argent volé pour mes études, mais elle savait qu'elle avait été absente pendant mon enfance. Son favoritisme aveugle envers Randall avait laissé des cicatrices trop profondes pour guérir. J'ai supprimé ces messages, le cœur lourd mais déterminé. Il vaut parfois mieux brûler les ponts. Le courriel de Randall prit une tournure désespérée, son ton se muant en supplique. « Heidi, nous sommes une famille, » écrivait-il. « Peux-tu m'envoyer un peu d'argent pour que je puisse m'en sortir ?» Il avait le culot de parler d'amour fraternel comme si cela effaçait sa trahison. Je fixais l'écran, la colère montant en moi. Comment osait-il demander de l'aide après ce qu'il avait fait? J'ai tapé une réponse, les doigts fermes. Tu as vendu ma Rolex, Randall. Toi et papa avez pris l'argent de mes études. Ne me parle plus de famille. J'ai cliqué sur « Envoyer mon pot », sachant que ces mots briseraient tous les liens. Ce soir-là, j'ai appelé mon oncle Dean. J'avais besoin de sa voix rassurante. Il aimait à écouter déverser ma frustration. Ils ont fait leur choix, a-t-il dit fermement. Norman et Randall doivent en assumer les conséquences. Tu ne leur dois rien. Son soutien m'a rappelé que j'avais bâti une vie libre de leurs mensonges. La fierté de Dean face à mes progrès, mes compétences en programmation, mon stage, tout cela me donnait l'impression d'avoir enfin la famille dont j'avais toujours rêvé. Leur chute n'était pas mon fardeau. 2 ans plus tard, je me tenais sur mon balcon, contemplant la silhouette de Philadelphie. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, loin des ombres de gêne. Dans la société technologique de mon oncle Dean, j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir chef de projet, à la tête d'une équipe de développeurs travaillant sur des applications plébiscitées par les entreprises. Mes journées étaient rythmées par des séances de brainstorming, des échéances à respecter et l'excitation de résoudre des problèmes. Je ne me contentais plus de survivre. M'épanouissais, ma confiance grandissant à chaque projet mené à bien. Cody et moi étions tombés amoureux, notre lien s'approfondissant lors de nos longues séances de programmation nocturne et de nos rêves partagés. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime, entourés de collègues devenus amis. Notre appartement, un cocon douillet avec ses étagères et ses plantes, était notre havre de paix. Le rire de Cody emplissait les pièces. Son soutien me rappelait sans cesse que j'avais trouvé un partenaire qui m'acceptait tel que j'étais. Nous préparions le dîner ensemble, dansions sur de vieux vinyles et envisagions un avenir sans limite. Philadelphie m'a offert un nouveau cercle d'amis, designers, programmeurs, artistes, qui m'ont accueilli à bras ouverts. Nous nous retrouvions pour un café, visitions des galeries d'art ou nous promenions dans les parcs alentours, leur chaleur effaçant la solitude de mon passé. Je riais aux éclats, racontant mes exploits de codeuse ou des anecdotes cocasses du bureau. Pour la première fois, je me sentais libre, libéré du poids de la trahison de ma famille. Des rumeurs ont commencé à circuler sur mon ancienne vie à Eugène. Mon père, criblé de dettes, avait accepté un emploi de bureau mal payé qui lui permettait à peine de survivre. Ayant tout perdu, Randall avait disparu, ne laissant derrière lui que des rumeurs selon lesquelles il irait enchaînant les petits boulots dans un autre état. J'ai ressenti de la douleur en apprenant leur sort, mais d'aucun regret. Leur choix, vendre ma Rolex et me voler l'argent de mes études, les avait menés là. La justice, silencieuse et implacable, avait suivi son cours.
Je suis resté ferme dans ma décision de laisser mon cœur tranquille. La douleur de leur trahison m'avait marqué, mais elle ne me définissait pas. J'avais construit ma vie selon mes propres règles, entouré de personnes qui m'appréciaient. La foi de mon oncle Dean, l'amour de Cody et les rires de mes amis étaient désormais ma véritable famille. J'avais appris que la famille ne se résume pas aux liens du sang. Ce sont les personnes qui vous soutiennent, qui voient votre valeur quand les autres vous tournent le dos. À tous ceux qui lisent ces lignes, merci de suivre mon parcours. Il n'a pas été facile, mais il m'a appris à me choisir. Si vous avez été confronté à une famille toxique ou si vous avez lutté pour obtenir justice, j'aimerais beaucoup entendre votre histoire. Partagez vos réflexions ci-dessous. Que représente la famille pour vous? Comment trouvez-vous la force d'aller de l'avant? Votre voix compte autant que la mienne l'a fait lorsque je suis parti.